RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr RCN 90.7 dans l'émission Le son des bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée. Comme d'habitude, autour de la table, nous trouvons nos chroniqueurs bien aimés, à commencer par Françoise, l'indéracinable chroniqueuse qui ne manque jamais une émission. Je crois, tu n'as pas raté beaucoup. Jamais. Bonjour Françoise. Bonjour Olivier et merci, enfin de reconnaître. Avec nous aussi Francine, l'indétrônable reine des salons, des festivals et autres événements de la bande dessinée. Bonjour Francine. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour. Nous avons aussi Charles, l'indéboulonnable chroniqueur des bandes dessinées du siècle d'avant. Oui, du siècle passé, et même ceux d'avant. Même ceux d'avant. Oui. Oh, du millénaire même, il paraît. Voilà. Hein. Et on a aussi David, l'indéfectible défenseur des comics. Oui, Bonjour David. Bonjour. Et puis Joris, l'indestructible passionné des mangas japonais ou d'ailleurs. Bonjour David. Bonjour, et c'est Joris. C'est bon, plus jeune. Et bien sûr Jean-Luc, l'indémodable magicien du son qui va prendre soin de vos oreilles. Bonjour Jean-Luc. Alors des indés, pourquoi tous ces indés? Parce que nous allons consacrer un petit volet de notre émission aux maisons d'édition indépendantes et ou originales, spécialisées dans la bande dessinée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous recevons aujourd'hui l'indéniable talentueux Thierry Martin, venu nous parler de l'album magnifique et très original Le Balayeur des Lilas, qui est sorti en octobre dernier, je crois. Et on peut retrouver aussi une de vos histoires dans le dernier Métal Hurlant, le numéro 13. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe. Merci pour cette invitation. Ah, ben merci à vous d'être venu. Ah, tu peux me tutoyer. Hein. Ouais, on va essayer. Je vais essayer. On a à peu près le même âge, je crois. En tout cas, on a les cheveux blancs. Eh ouais, et les moi, mêmes je voulais lunettes. le cacher, moi. Alors, on va commencer avec Francine qui trépigne d'impatience de te poser les premières questions. Allez, c'est parti. Alors, comme tu l'as dit Olivier, Le Balayeur des Lilas est paru en octobre dernier dans la collection Noctambule des éditions Oxymore. Alors, ce élégant livre-objet nous invite à une belle balade poétique à la Tati ou à la Sampé dans notre quotidien, aux côtés de celui qui, tel le poinçonneur de la chanson, on croise mais on ne regarde pas. Le balayeur, gardien invisible de nos anecdotes urbaines telles que vous le définissez. Alors, comment est née cette idée et surtout, comment s'est-elle concrétisée ? Alors, je vais essayer de faire court, parce que c'est un peu long comme histoire. Au départ, en fait, ça vient surtout de l'objet. C'est une collection qui a démarré avec ces livres-objets qu'on appelle des leporello, des livres accordéons. Et le concept, c'était chaque auteur devait s'approprier l'objet avec cette idée de jouer ou avec la face A, la face B, ou en général le livre free, c'est-à-dire une grande image. Et quand la collection a démarré, c'était avec un livre de Rabaté qui s'appelait Fenêtres sur rue. Et on m'avait proposé à ce moment-là, moi j'étais sur une expo à la Douaira, à Nancy, à Malzéville. Et donc, moi j'ai vu l'objet, je trouvais la contrainte amusante, mais j'avais pas forcément d'idée pour le coup. Et ça a mis un certain temps à maturer. Puis un jour, en fait, en voiture, je tombe sur un vieux monsieur qui est en train de balayer la rue, tout simplement. Puis moi, je rentre à la maison, j'en fais vite un petit dessin sur un format A4. Savoir que je suis un grand fan aussi de Will Eisner, donc tout son travail qu'il a fait sur Big City, tout ça, donc moi, ça faisait écho. En tout cas, ce dessin-là. Et je me dis, tiens, j'ai peut-être quelque chose avec ça. Et il se trouve que quelques semaines plus tard, je retrouve ce vieux monsieur dans cette rue, mais beaucoup plus haut. Et de là, ça m'interroge. Je me dis, c'est qui ce type? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il avait un ancien employé municipal, je sais pas. Mais je me dis, j'ai mon personnage qui peut être un fil conducteur si je travaille sur ce livre-là. Et puis, j'avais eu cette idée, effectivement, d'utiliser l'objet livre comme une boucle. C'est-à-dire qu'on démarre la phase 1 en matinée, on le retourne à l'après-midi, puis après, c'est sans cesse. Enfin, là, je la fais vraiment courte, hein, l'histoire. Ça met un peu plus long pour que ça se mette vraiment en place. Et comme c'est un balayeur, du coup, il se promène de rue en rue et forcément, il va côtoyer plein de gens. Et on en parlait dans la présentation de Tati et de Sampé. Moi, c'est effectivement surtout Tati et Will Eisner et Sampé forcément pour la marque qu'il a mis lui, dans l'univers poétique des grandes villes, avec souvent un grand décor, un petit personnage. Mais au départ, c'est surtout comme beaucoup Tati et Sampé, et Eisner.
Et en fait, voilà, j'ai eu le début, j'ai eu l'idée du début, j'avais l'idée de la fin, et il fallait après, effectivement, boucher les trous, en quelque sorte. Et là, j'ai commencé à regarder les gens. Enfin, ce que je fais d'habitude, en fait, souvent. Sauf que je ne prenais pas forcément des petites notes. Donc là, je me suis amusé, effectivement, à prendre des petites notes en fonction de mes voyages. Et puis ça a mis un certain temps à germer pour que ça soit, en fait, le livre soit structuré, enfin, qu'il ait une vraie identité. Et il y avait, pendant pas mal de temps, je tournais autour de quelque chose, mais je n'avais pas l'objet, en fait. Il manquait quelque chose, en fait, un élément, et que je n'avais pas défini. Puis un jour, le déclic est arrivé, effectivement. Je dis, le balayeur étant le personnage principal de l'histoire, c'est-à-dire des fois, il est acteur, des fois, il est spectateur, puis des fois, il est hors champ. Mais en fait, c'est les autres personnages qui vont donner vie vraiment à l'histoire et faire de cette histoire un tout, une unité. Donc, en fait, c'est un théâtre, quoi. Donc, je me dis, là, pour le coup, la BD va me servir à ça, c'est-à-dire que des personnages qu'on va croiser peut-être en page 2, en figurant, on va peut-être les recroiser page 20, ils reviennent, ou enfin voilà, ils se croisent, ils s'entrecroisent, et puis là, en fait, j'avais ma petite histoire, ma petite vie, et voilà, quoi, en gros. Mais bon, ça a été assez long, en fait, à maturer tout ça. C'est quoi assez long? En fait, il se trouve que je travaille aussi sur plein de choses en même temps, en général. Et là, entre le moment où le projet s'est signé et aujourd'hui, j'ai presque honte de le dire, quoi. C'est passé au moins 7 ans. L'âge de raison. Voilà, c'est exactement ça. C'est le livre de la maturité. Voilà, c'est... Alors, quelles contraintes ou difficultés, justement, ce format de livre accordéon vous a-t-il posé? Parce que je pense que, en fait, il n'y a pas eu de difficulté. Je pense que cette histoire elle a d'intérêt parce qu'elle est en accordéon. Parce qu'on joue justement avec cette idée de boucle, de cycle perpétuel, en fait, de la vie, quoi. Donc, si c'était dans un livre classique, peut-être que ce serait moins d'impact, quoi. Voilà, sinon, la chose la plus difficile, c'était de rendre vraiment le truc cohérent, en fait. Voilà. C'était ça qui me manquait vraiment au départ. Ça marchait, mais moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui faisait que ça bascule vraiment dans un livre, un concept, quoi. Alors, un élément essentiel aussi, j'ai trouvé dans votre livre, c'est le temps. Alors, le temps, une journée, ça va se dérouler sur une journée, mais on a aussi le temps révolu, ou presque, justement, symbolisé par les balayeuses. On va avoir aussi le temps, l'éternel recommencement, puisque justement, une fois la dernière plage, voilà, le cycle, savoir que la dernière planche de chaque face, que ce soit la maison du balayeur ou le parc, renvoie à la première de l'autre face. On a aussi les différents âges de la vie d'une femme à travers cette planche qui commence sur une fillette en patin à roulettes et s'achève sur une vieille femme et son déambulateur. Alors, quel est votre rapport au temps? Et comment vous l'avez-vous représenté justement dans cet album? Belle question. En fait, la majorité de mes travaux tournent autour de ça. C'est le rapport au temps. Donc là, sur le balayeur, c'est sur une journée, mais en fait, il y a un truc qui est spécifique à la bande dessinée, c'est qu'on doit figer en fait un moment de la vie, d'une séquence, d'une action. Et donc, on a déjà là un rapport au temps. Et à la différence d'une photo, où effectivement on immortalise quelque chose, là, la bande dessinée, la planche, permet effectivement d'immortaliser une séquence complète des fois. Et donc par l'intermédiaire de cases et le fameux espace intericonique, ou en l'occurrence là-dessus, je me suis amusé des fois de bloquer, enfin d'immortaliser une séquence qui peut durer peut-être 10 secondes en fait, dans la vie normale. Et là, de la figer dans le temps, on lui donne une importance en fait. Et c'est en même temps l'occasion de donner justement dans ce livre-là de l'importance à ces personnes qui sont invisibles en fait, de les montrer et dans leur petit quotidien, dans leurs petits gestes. Et ce qui est intéressant, moi, auquel j'ai pris beaucoup de plaisir dans l'observation de rue, c'est quand on sort de chez soi, on s'apprête déjà on s'apprête d'une certaine façon, on s'habille, enfin on se coiffe, on se présente en fait. Et ce que moi j'ai essayé de choper en fait, c'était ce petit moment où on oublie qu'on est dans la représentation. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, il marche dans la rue, il se met le doigt dans le nez, ce genre de petits trucs. Et c'est de montrer ces petits moments d'humanité que peuvent avoir les personnes dans des tout petits gestes, en fait. Et après, l'idée, c'était d'assembler tout ça, en fait. Et moi, si à la fin de la lecture, les personnes le lisent et après prennent un peu de temps de s'asseoir et de regarder un peu les gens qui s'entrecroisent et qui voient les petites vies, ou s'imaginent les petites vies aussi, pour le coup, je pense avoir réussi. En fait, l'idée de départ venait aussi du fait d'une interview qu'avait donnée Tati, je ne sais plus où j'avais entendu, où il racontait cette petite anecdote, où quand lui s'apprêtait à prendre l'avion, et qu'on annonçait que l'avion allait prendre du retard, pour lui, le cinéma commençait. Et c'est ça, en fait.
C'est-à-dire ces petits désagréments qui nous chiffonnent ou pas, etc. Et comment, en fait, ça interagit entre eux. En fait, on peut tous se retrouver, en fait, dans l'accordéon, là. Eh ben, écoute, là-dessus, j'avais les premiers essais, c'était avec du texte. J'avais fait des tests avec des bulles, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, que sans les textes, on s'identifie plus facilement, en fait, au personnage. S'il y a des textes, c'est la vie de quelqu'un. C'est lui. Sans texte, c'est peut-être moi. Ça peut être quelqu'un que je connais. C'est un sentiment que j'avais moi, en fait. Peut-être que je me trompe. Et puis, du coup, c'est plus universel. Et en même temps, on peut le lire partout dans le monde, quoi. Oui. Alors, graphiquement parlant, votre trait élégant, minimaliste et l'aquarelle, on est bien loin du dernier souffle. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur vos choix graphiques par rapport à cet album? Alors, par rapport à Dernier Souffle, disons que là, c'est un objet où c'est plus mon écriture naturelle, en fait, celle-là. Dernier Souffle, c'est une expérience graphique pour le coup, je voulais juste m'en sortir de ça. Là, j'étais un peu dans ma zone de confort, en fait, au niveau du dessin, puisque ça vient surtout de pas mal de mes carrés de croquis où je dessine au bic et je fais des petits trucs très rapides. Donc l'idée, c'était effectivement de garder cette espèce de spontanéité. Puis effectivement, ça ramène bien entendu à l'école de Sampé, à ce genre de choses, en fait. Et puis l'éditrice aussi m'a beaucoup aussi dirigé en me disant non, n'en fais pas trop, reste calme, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi peu de décors, puisque on devait être axé que sur les personnages et mettre des fois des décors pour les mettre en situation, parce qu'il pouvait aussi avoir son importance. Mais voilà, je trouve que c'était d'épurer au maximum pour qu'en fait, ça soit le plus poétique possible et qu'on reste concentré que sur ces petits gestes du quotidien, ces petits mouvements, ces petits sourires, ces petits regards, ce genre de choses. Qui vont amener soit de la tendresse, de la douceur, de l'humour. Il y a tout ça qui se mêle. On va avoir des moments qui vont être très drôles, après d'autres qui vont être plus émouvants, voire les deux en même temps. Ça, c'est un choix personnel, en fait. Dans la rue, il se passe des choses qui peuvent être plus horribles aussi. J'aurais pu aussi les montrer, mais là, pour le coup, je dis, c'est le livre de la maturité. Et des vrais choix. À la limite, le seul moment qui est un peu... c'est le moment de la manifestation, qui est un peu plus violent. Enfin, pas violent, mais bon... la rue se prête à ça aussi. Et dans cette séquence-là, je voulais aussi montrer le balayeur qu'on ne voit pas. Il y a tout le monde qui s'agite autour de lui, mais on ne fait même pas attention à lui, en fait. Et on passe devant lui sans le voir, en fait. C'est ça aussi l'idée. Mais aussi, effectivement, la rue, c'est aussi le lieu où on manifeste. D'ailleurs, il y a même un moment donné dans la planche, ils ont tous des panneaux marqués « non, non, non ». Oui. Et puis, en fait, si on regarde bien, à un moment donné, c'est pas tout à fait « non » qui est écrit. Ça change. Le panneau, il bouge. Mais oui, c'est un peu l'idée, effectivement. Mais bon, c'est riche. Là, je l'ai fait en automne, mais après, quand j'ai parlé à mon éditrice d'en faire en été, elle était super contente. Je fais non, c'était une blague. C'était le balayeur en été, le balayeur à la mer, le balayeur au ski. Enfin, ça finit plus, quoi. À la ferme. Alors, pour terminer peut-être sur le balayeur des lilas, j'aimerais que vous commentiez cet avis que j'ai trouvé sur Internet. Original et sympa, mais 18,95 € pour 5 minutes de lecture, c'est pas possible. C'est vrai. Et quand on offre des fleurs à une femme et on met 20 €, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Quand on se paye un bon repas pour je ne sais pas combien, c'est pareil. Donc en fait, c'est au choix de chacun en fait, de prendre le temps qu'il veut, s'il a envie, de prendre le temps ou pas, de redécouvrir. Je veux dire par là que 5 minutes de lecture, c'est un album qui mérite beaucoup plus que 5 minutes d'attention. Et puis comme tu disais, c'est que là, 5 minutes, mais l'idée c'est d'être après encore dans le livre et que ce livre-là nous serve aussi à nous poser pour voir un peu le monde qui nous entoure. Donc tous les albums de BD ont ça en fait. C'est ça. C'est la particularité de l'album de BD. Il est posé sur la table, on le feuillette, une fois qu'on l'a lu, on peut le rouvrir, etc. C'est le principe. Exactement ça. Ouais, tout à fait. Alors, qui a dit ça? Son nom. Le libraire tranquille. Ouais, il ne doit pas être très tranquille. Non, mais voilà, c'est un nom, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Alors, et puis peut-être, on va peut-être vous laisser parler de votre dernier album, Les Maraudeurs, qui est sorti là. Là, on va rejoindre notre terme, puisque c'est dans une maison d'édition indépendante. Alors, quel est votre rapport avec les éditions indépendantes et puis plus principalement Le Maraudeur? Alors, en fait, moi, j'aime beaucoup ce genre d'expérience. Déjà,
C'est un peu comme un retour aux sources, en fait, de revenir travailler avec des indépendants, expérimenter des choses. Et là, pour le coup, c'est un petit objet qui permet d'expérimenter quelque chose. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, en fait, de faire un petit exercice narratif. On m'a dit, t'as 20, 24, 28 pages, vas-y, fais ce que tu veux. Et puis, j'ai commencé à faire un petit truc. Puis, en fait, je crois que j'en ai fait peut-être une trentaine de pages, ou peut-être un peu plus, pour après recentrer. En fait, voilà, c'est le plaisir de tester des choses, d'expérimenter, de se tromper. De recommencer, il n'y a pas d'attente particulière. Et puis, voilà, moi, je l'ai pensé comme ça, en fait. Et au final, ça donne un petit truc sympa. Là, j'ai la deuxième édition là, qui vient de tomber. Donc, pardon. Donc, pour un petit truc comme ça, c'est sympa de voir que ça intéresse et qu'il y a toujours des curieux qui prennent le temps de feuilleter, quoi. Oui, c'est une première édition. Ouais. Francine Forever. Alors, c'est du petit tirage, Thierry. Oui, c'est du petit tirage. On ne dira pas. Oui, parce qu'en fait, ce genre d'objet, comme c'est des éditeurs dépendants, ils n'ont pas forcément de diffuseur. Donc, on le retrouve que sur site ou chez les libraires qui veulent bien effectivement le mettre en avant, ou alors quand l'éditeur est en festival, ou moi, en l'occurrence, quand je suis en tournée dédicace, j'en profite pour en présenter si ça ne dérange pas les libraires en général. Ouais, c'est important, c'est vrai, c'est justement... Voilà. Oui, très bien. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Au revoir. Tu interviens quand tu veux. Exactement. Ah non, ne pars pas tout de suite. Thierry, non. Pars pas. Tu interviendras quand tu veux dans l'émission. Merci aussi, Francine, pour les questions. Alors, du coup, on va passer dans quelque chose d'indépendant aussi, avec Charles, qui nous a trouvé quelque chose d'actuel. C'est bizarre. Voilà. Alors, à la BD, la presse alternative. Alors, je vais vous parler d'un temps que les moins de 75 ans ne peuvent pas connaître. Donc personne ici. Alors, toute cette époque post-68arde où tous les possibles étaient en discussion. Enfin, tous les possibles, il ne faut pas rêver. En réponse aux angoisses existentielles que générait pour la jeunesse la France de Pompidou, nous en venions aux mains pour savoir s'il fallait mieux choisir entre la ligne trotskiste ou la ligne maoïste. Quand je pense au sujet de discussion de l'époque, je sombre dans les abîmes de la plus profonde perplexité. Heureusement, il y avait toute une presse marginale qui nous aidait à nous recentrer sur les vrais sujets. Plus connu, bien sûr, était Charlie Hebdo. Mais parmi tous ces journaux, il en était un singulièrement à part qui m'a beaucoup impressionné. C'était Actuel. Voilà. Actuel, ce magazine qui a commencé à être publié en 1967, était à l'origine majoritairement réservé à des articles sur le jazz. Mais sous l'influence de Jean-François Bizot, qui devint rédac-chef en 1970, le magazine est progressivement devenu une référence de ce qu'on a appelé la contre-culture. Actuel proposait d'ambitieux reportages d'investigation ou de société, souvent décalés, insolents ou surprenants, sur des sujets totalement inédits. Je me souviens d'un dossier particulièrement qui a traité nulle part ailleurs. Comment chier quand vous êtes perdu dans une forêt? Une étude fort bien documentée qui m'a permis de sortir de situations embarrassantes. Parce que quand on fait du vélo, il faut bien... La BD, évidemment, avait une large place dans ce magazine, mais ce qui était présenté était en totale rupture avec les standards de l'époque. Les illustrateurs issus de la nouvelle génération américaine ont profondément marqué l'époque. Il y avait Rob Cohn, Richard Corben, bien sûr, Robert Crumb, Gilbert Shelton. Et pour les Français, Mandrika, Marcel Gottlieb, Bruno Blum et Mass. Voilà. Alors, ayant joué un rôle précurseur dans la diffusion de la contre-culture en France, le journal, bien sûr, s'est sabordé à partir du moment où il a commencé à faire des bénéfices. Voilà. En 1975. Donc c'était vraiment... il y a eu des rédacteurs de ce journal qui ont mal tourné. Bernard Kouchner était rédacteur Actuel. Mal tourné. Tu vois, Alors, au cours des années 80, deux nouvelles versions du magazine renaîtront naissantes, mais l'apparition d'Internet et surtout l'évolution des réseaux sociaux ont raison de cette forme de presse alternative qui a connu son apogée, voici maintenant 50 ans. Eh oui. Comme le temps passe, donc déjà 3 minutes que je cause, il m'en reste 2. Sans ça, je vais être bloqué par le conducteur de la mission. Alors j'en profite pour vous parler du dessinateur emblématique d'Actuel, Robert Crumb, dessinateur américain né à Philadelphie en 1943 et qui s'est installé depuis 1990 dans le sud de la France. Alors Robert Crumb, dessinateur autodidacte,
emblématique de la contre-culture. Ses premières BD sont publiées dans des fanzines qu'il vend au porte-à-porte, mais sans grand succès. Et dans les années 60, il s'installe à New York. Il collabore au magazine Help. Et puis, quand le mouvement hippie démarre, il va à San Francisco. Alors là, c'est les rois de la picouse, vraiment, une période un peu spéciale. Et donc, il va aussi dessiner pour des journaux qui flirtent un peu quand même avec la pornographie. Notamment Snatch Comics, parodie de bande dessinée, dont 3 numéros seront publiés, qui soulèveront par leur sexisme une réaction de colère des mouvements féministes et d'une partie du public féminin. En France, il est connu bien sûr pour sa collaboration à Actuel, dont il a signé plusieurs couvertures, et également pour l'adaptation en dessin animé de Fritz the Cat. Alors, un film qui a rencontré un succès inattendu, distribué par une petite compagnie, parce qu'au départ, c'était la Warner Bros. Qui devait le diffuser, mais le projet a été abandonné après 3 minutes de tournage. Alors, la dernière production de Robert Crumb, alors là, c'est vraiment, attention, accrochez-vous, c'est une interprétation déconcertante de la Bible. Voilà. Mais surtout déconcertant. Pourquoi ? C'est parce qu'il prend le texte intégral. C'est pas du tout, contrairement à ce qu'il faisait, c'est pas du tout parodique, c'est vraiment le texte, l'illustration du texte. Alors là, vraiment, c'est passer donc de la contre-culture de San Francisco à le dessin sur la Bible. Voilà le. Là, voilà, donc c'est un peu paradoxal. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et tu l'as lu, la Bible, alors ? Ah bah oui, tout à fait. Oui. Mais là, c'est que la Genèse. Mais effectivement, c'est vraiment c'est le texte. Il n'a rien changé. C'est les illustrations. Il colle au texte l'histoire d'Abraham, l'histoire de Job, etc. Et les magazines, on peut les trouver encore ou pas facilement ? Alors j'ai vu qu'il y en avait qui étaient sur. On peut en trouver sur le net, bien sûr. Mais et j'enrage parce que j'avais toute la collection d'Actuel, la partie qui a été éditée jusqu'en 75. Après, c'est totalement autre chose. Mais c'est vrai que les sujets, c'était vraiment totalement déconcertant. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Charles, pour cet apport, pour cette découverte aussi, c'est formidable. Et pour l'énergie aussi, merci. Alors, on va passer à autre chose, on va faire un grand écart maintenant avec Joris et une histoire d'héritier. Oui, parce que, donc on parlait des maisons des éditions indépendantes et aussi des auteurs indépendants, mais dans le monde du manga, c'est assez rare parce que le monde du manga est assez impitoyable, surtout au Japon, où en fait, pour se faire éditer, il faut aller voir les grandes maisons et c'est très très dur de vivre juste de façon indépendante. Mais là, je veux parler du parcours d'une autrice française en plus, qui s'appelle donc TPU et qui en fait a commencé avec des one-shots, donc des mangas en un seul tome, mais aussi avec des fanzines qu'elle publiait sur Internet. Et elle est partie au Japon pour passer un concours qu'elle a gagné, donc bravo à elle. Et donc elle a décidé de se lancer dans une série de mangas. Donc une grande histoire cette fois-ci. Alors, petite particularité, comme c'est français, c'est pas un manga, c'est un manfra. Alors pourquoi ? Parce que les Japonais, on connaît, ils sont un peu conservateurs, et du coup, il faut pas appeler un manga si c'est pas un manga, si ça vient pas du Japon. Donc c'est pour ça qu'il y a des manhwa en Corée, où du coup on a trouvé le nom de manfra en France. Donc comme par exemple, il y a des manfras très connus comme Radiant, il y a aussi Dreamland, voilà, de Renaud Lemaire. Et là, donc, on a affaire à une autrice française, donc c'est assez génial. Alors, avant de vous parler un peu de l'histoire rapidement, il n'y a que 2 tomes, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas une série avec 100 tomes, donc on peut l'acheter en petit cadeau, hein. C'est bientôt Noël. Donc, là, c'est fini. Non, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, mais le 3e sortira, mais pas encore. Alors, est-ce que les mangas sont imprimés dans le bon sens ? Non, c'est toujours. Alors, c'est les codes japonais, mais c'est une bonne question. Donc, c'est toujours les codes japonais, mais c'est juste que ça vient de France. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, le 3e tome devrait sortir vers mars. Donc ça laisse le temps de découvrir ce manga. En plus, l'autrice nous laisse aussi parfois sur les réseaux sociaux des traces de où elle en est, des petits dessins, donc c'est plutôt sympathique. Et donc qu'est-ce que c'est l'histoire ? Donc ça se passe dans un univers fantasy, dans un royaume qui s'appelle Tyriadok. Et donc en fait dans ce monde il y a quelque chose qu'on appelle l'Èdre, et qui en fait est une seconde chance, une seconde vie pour toute personne qui meurt de façon précoce.
Donc imaginons que moi, du jour au lendemain, hop là, je meurs. Un accident, ça peut arriver. Et bah voilà, deuxième chance, c'est plutôt pratique. Mais parfois, si la mort est trop violente, ça laisse place à des créatures horribles, donc des monstres qui naissent du fait d'une mort violente. Mais bien sûr, il y a une petite comment dire ça ? Héroïne ? Oui, bien sûr, qui, elle, est en fait née morte. Donc c'est-à-dire... Oh là là. Alors, il y a une exception à la Renaissance, c'est que les nouveau-nés ne peuvent pas renaître parce qu'ils sont trop faibles, trop purs. Donc, s'il meurt né, il ne peut pas renaître. Mais l'exception de notre héroïne, c'est qu'elle a réussi à renaître alors qu'elle venait de naître. Donc ça laisse un peu le royaume en doute, surtout qu'elle est la fille du roi. Et donc il y a une vague de haine autour d'elle. La princesse Cadavre, c'est son surnom qu'on lui donne parce que elle est née alors qu'elle était morte. Et donc c'est pas censé arriver. Donc le manga va parler de tout ça, de ce mystère autour de cette mort-naissance, c'est le terme utilisé, ainsi que de la disparition de la mère de l'héroïne, puisqu'elle a disparu tout simplement. Et donc voilà, en 2 tomes, une petite histoire bien sympathique pour l'instant, dont on a envie de connaître la suite, des personnages très attachants. J'ai une petite dédicace aussi parce que j'ai rencontré l'autrice, donc c'est toujours sympa. Petite fierté, voilà. Mais voilà, donc un petit manga très sympathique, français en plus, donc c'est parfait. Donc c'est de TPU. C'est ça, TPU, exactement. D'accord. Et l'autrice, elle est comment dire, dans la région, non ? Elle est française, après je sais pas d'où. Il n'y a pas trop d'informations sur cette personne. D'accord. Thierry, voilà. ça t'inspire ça, les mangas ? Tu lis un peu de temps en temps ? Les manfras. Les manfras, je ne savais pas pour le coup pour les manfras, mais ouais, les mangas quand ça m'arrive, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Oui, je suis ouvert à tout, moi. Ah bah c'est parfait, impeccable. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup, Mais, Joris, avec pour. plaisir. Alors ça sera un petit cadeau pour Noël, ça que t'as un petit peu dit. 2 tomes. 2 tomes, c'est pas mal. Petit cadeau. C'est joli. Le son des bulles sur RCN. Alors, qu'est-ce qui se passe, Françoise ? Tu as des petits bobos ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, j'ai pas de petits bobos, mais il faut reconnaître que les maisons d'édition indépendantes, pour moi qui suis quand même largement néophyte, c'était pas simple. Alors j'ai fait comme d'hab, je suis allé chercher une définition, donc une BD indépendante, j'ai tombé là-dessus. C'est une œuvre qui veut sortir des sentiers battus de la narration et des formats de BD traditionnels. Elles veulent innover, elles font réfléchir, elles font surprendre, elles nous surprennent aussi, ça je trouve que c'est bien. Donc c'est pas la maison d'édition de l'éditeur qui rend une BD indépendante, mais c'est la liberté de ton de son auteur. Et ça je trouve que c'est très joliment dit. Et donc dans ce que j'ai compris, il y a des maisons d'édition qui aiment et qui privilégient des lignes éditoriales et qui s'en targuent. Alors j'en ai trouvé plein finalement, avec du mal en cherchant, avec des projets différents, mais toujours des exigences de qualité annoncées. Alors ça n'est pas forcément réussi à mon goût, forcément, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est très bon ou qu'on n'est pas indépendant, qu'on est mauvais, c'est pas aussi simple que ça. Mais si on peut sortir de l'inondation d'une BD par une grosse maison d'édition, ça me ferait plaisir. J'ai encore la nausée du marketing des œuvres d'Astérix de l'année dernière, ça je m'en suis pas remise. Alors ça doit être mon côté puriste, intégriste ou râleuse, allez savoir, je vous remercie de ne pas répondre à la question. Alors pour cette fois-ci, donc j'ai cherché, il y a des noms qui sont rigolos, je suis tombée sur Les Enfants Rouges, Delirium, je crois qu'on va en parler, 6 pieds sous terre, et moi j'ai choisi les éditions, même pas mal, parce que ça me va bien en ce moment dans mon actualité. Ce sont vraiment de jolis ouvrages qui sont bien finis, un beau papier. Et dans tout ça, j'ai trouvé un titre improbable qui s'appelle Bébé Fille. Alors, oui, c'est ça. Bébé Fille. Alors, encore un truc girly. Je me suis dit, bof, moi, ça m'intéressait pas de trop. Et quand j'ai ouvert les pages renseignements prix, et surtout que je l'ai lu, évidemment, c'est une vraie BD décalée, un peu trash même, à ne pas offrir à une petite fille. Bah, quoique, ça peut ouvrir l'esprit à l'humour, la différence, la critique. Et puis, pipi caca, c'est toujours rigolo. L'auteur, je m'inspire de Charles. C'est la continuité. Merci, Charles. L'auteur, il raconte son enfance italo-vosgienne. Enfin, voilà. C'est 6 cases par page, des anecdotes. Il y a peu de texte. C'est une jolie couleur uniforme, alors entre le violet et le sapia. En plus, elle est née à Nancy. Donc, je ne sais pas s'il faut dire cocorico ou qui s'y frotte s'y pique. C'est pas important. Mais voilà, elle est née à Nancy. Elle y est restée. On dit d'elle qu'elle aime les gros mots. Eh ben oui, il y a plein de gros mots dedans. C'est bien. En même temps, c'est délicat, c'est déglingos, c'est trash. Ça m'a bien fait rigoler, mais il y a des détails type, vous savez, l'insecte du bas de la page qu'on avait dans le temps, qui faisait des petits trucs colos. Voilà. Enfin oui, je ne me permettrai pas de vous donner une leçon, chers collègues. Je parle aux auditeurs. Donc voilà, qui sont émouvants. Alors, j'ai pas boudé mon plaisir, vraiment, j'ai même adoré. Donc, vive l'indépendance et l'irrévérence, on en a bien besoin en ce moment, merci beaucoup. Elisa Marandino, donc, et les éditions même pas mal, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, par exemple, il y a une narration de 2 enfants
donc il joue à la guerre. Alors avec des gros mots, un vocabulaire, tu vas crever, ça va saigner, saloperie. Mais les supports des personnages, c'est les petits pets en plastique là, qu'on voit avec des grands yeux tout doux, qui sont roses avec des fleurs. Et c'est complètement décalé de voir ces espèces de petites bestioles avec la tête qui bouge là, et puis qui disent des gros mots. Ou alors il y a une histoire qui s'appelle Découverte. Je me demandais bien ce que ça pouvait être, hein. Ça fait très chercheur découverte. En réalité, c'est son premier orgasme, donc qu'elle dessine très sobrement. C'est 6 cases par page, c'est joli tout plein. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà, c'est devoir détourner tout ça du truc initiative d'origine, de sortir du côté guimauve, ça fait du bien. Et donc, vive la révolution culturelle, en quelque sorte. Le culturel, oui, sortons du cucu pour aller au culturel. Voilà, c'est bon. C'est abordable. Édition même pas mal. Donc, les éditions même pas mal, bébé-fille. Pas mal. Mais je l'ai ouvert, autrement, bébé-fille, même pas en rêve, quoi. Ça vous parle, ça, les éditions même pas mal ou des autres? Oui, je connais, mais j'ai pas d'ouvrage de chez dedans. Et par exemple, toi, les petites éditions, enfin les éditions indépendantes, tu connaissais? Il y a Comics Initiative où tu as... Oui, ouais, enfin, j'ai pas eu trop l'occasion de travailler avec beaucoup de maisons indépendantes. Ouais, il y a Comics Initiative, mais eux fonctionnent effectivement par des campagnes de financement participatif. Après, quoi d'autre? Et Oxymore, c'est aussi une... Oxymore, il démarre, en fait. Donc, oui. Est-ce que c'est une maison indépendante? Franchement, je sais pas. Ils ont quand même un gros groupe derrière eux. Un gros groupe, ouais. Sinon, à l'époque, moi, j'avais bossé aussi pour les éditions Charrette. Donc, les éditions Charrette. Oui. Mais c'était des petits ouvrages. Alors, c'était la discussion qu'on avait. Qu'est-ce que c'est qu'une maison d'édition indépendante? Comment ça se définit par le volume? En fait, souvent, pour les auteurs, c'est l'occasion de se faire connaître, hein, faire son petit bouquin pas trop cher. Et puis après, effectivement, l'exemple le plus connu, c'est l'association. Hein. Après, effectivement, ils commencent à expérimenter des choses. Souvent pour sortir un peu des sentiers battus, parce qu'on est quand même assez vite thermoformé par les grandes maisons d'édition, un format précis, etc. Il faut rentrer dans des codes, en quelque sorte. Et pour le coup, après, effectivement, quand ils voient que les petites maisons d'édition marchent, ou les auteurs marchent, les grosses vont venir les manger. Les auteurs sont contents d'aller dans les grandes maisons parce que ils peuvent plus facilement vivre de leur métier, mais leur côté expérimental se perd peut-être aussi un peu. Ça dépend, en fait. Hein. Mais souvent, c'est des tremplins, en fait. Hein. Des tremplins. Moi, je sais qu'à Angoulême, aller sur la bulle du Champ de Mars, enfin, la bulle des indépendants, tu refais le plein, quoi. Tu refais le plein. Enfin, moi, je refais le plein. Tu vois plein de choses que tu ne vois pas forcément. Bon, ici, à la parenthèse, il y a quand même pas mal de choses. Mais là, tu as tout, les fanzinas. Enfin, Enfin, donc quand on aime la BD, il n'y a aucune raison de ne pas les regarder parce que c'est souvent très riche. C'est ça. Et c'est d'autant plus important, ces maisons d'édition indépendantes, parce qu'elles permettent la diversité. Oui, complètement, tout à fait. Enfin, moi, je le pense comme ça, ouais. Alors toi, ça t'a posé un petit peu de soucis comme sujet, David? C'est vrai que déjà en BD indépendante, dans le secteur français, c'est déjà une chose, mais alors dans le secteur américain, comics, même en tant que maison d'édition française qui traite du comics, il y en a à redire. Donc une maison d'édition indépendante, c'est pas simple d'apporter une réponse claire. Je me suis orienté vers le monde du comics pour me faire une idée, et là encore, rien n'était simple. Du coup, on va avoir des choses très, très différentes, des créations originales, la volonté de faire découvrir des petits titres non traduits dans les années 70-80, des comics anglais US ou anglais, des titres underground, des ancêtres comme Métal Hurlant, etc. Bref, je me rendais bien compte que j'étais sur une planche bien savonnée. Donc je me suis focalisé sur quelques maisons d'édition françaises, avoir des yeux d'avance pour la myriade de maisons d'édition qui font de grands efforts pour nous offrir des titres rares, des passionnés de comics que j'aurai malheureusement pas le temps de développer dans cette chronique, mais on pourra très bien le faire à une autre fois. Je vais me concentrer sur Delirium. Delirium, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une maison d'édition qui est créée par Laurent Lerner, au départ un éditeur de BD de genre, fantastique, épouvante, fantasy, comics. Il débute sa carrière d'éditeur après 20 ans passé sur une chaîne de télé, qu'on citera Canal+, en particulier, pour se plonger ensuite vers sa passion de la BD. Il plaque tout, il crée sa société et en allant chercher des titres qu'il a envie de défendre et qu'il trouve pertinents. Il achète les droits de La Grande Guerre de Charlie, Charlie's Wars, qui compte 8 volumes, créé par le scénariste Pat Mills et Joe Colquhoun, publié à l'époque entre 79 et 88 dans le magazine hebdomadaire Battle au Royaume-Uni, considéré à ce jour comme l'un des meilleurs BD de guerre relatant du quotidien du jeune Charlie Bourne, pas Charlie Brown, attention, hein. Oui. Charlie Bourne, c'est pas le même. Oui, ado de 16 ans qui se porte volontaire pour s'engager dans l'armée britannique lors de la Première Guerre mondiale. Bref,
Fort de ce titre, le catalogue s'étoffe avec d'autres grands classiques, Vampirella, Judge Dredd, Eerie, Creepy, Slain, en se servant d'autant que possible des matériaux originaux, par exemple avec la famille Corben. Laurent Lerner travaille avec les meilleures sources possibles pour produire des objets de qualité, amoureux des beaux livres, souvent dans des formats plus grands que les comics traditionnels. Il met en valeur le travail de l'artiste à des prix très abordables, entre 20 et 30 euros en moyenne. Alors là, j'ai ramené aussi également ce format-là. Donc, à l'époque, c'était des comics qui étaient beaucoup plus petits que ça, mais là, on a la possibilité de voir un ouvrage avec des grandes pages, des grandes cases, ça déborde, c'est magnifique, c'est très bien traduit, très bien remis en page. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle un One Army Man, c'est-à-dire qu'il est tout seul pour faire tout ça. C'est vraiment la grosse passion, avec un rythme de parution de 1 titre par mois environ, en plus des titres à suivre. C'est-à-dire que sur la série Judge Dredd, il y a aujourd'hui plus de 8 tomes. Sur la série Judge ici, la série anglaise, il y a des choses à suivre. Donc faire tout ça tout seul, c'est quand même un sacré boulot. Surtout que il a des préférences pour des tirages, pour des retirages. Il ne tire pas avec beaucoup d'exemplaires. 500, 1000 exemplaires maximum. Les festivals, les librairies qui jouent le jeu, les représentants qui vont pousser un peu tel ou tel titre sont importants pour une meilleure lisibilité, pour ces petites maisons d'édition indépendantes. Les libraires sont un rouage important pour les éditeurs indés. L'éditeur indé explore aussi des modèles différents, comme le financement participatif dont parlait Thierry. On doit donc... ça dépend des conjonctures. C'est vrai que ce modèle peut être pertinent jusqu'à un certain point, mais de temps en temps, on va se retrouver... quand on est tout seul, il faut embaucher. Quand on est tout seul, il faut payer les traducteurs, etc. Donc ça devient une espèce de course en avant. Et des fois, on est coincé. Le Covid, bien sûr, des fois, pour des petites maisons indépendantes, ça a été un massacre. Des fois, pas de possibilité d'être en librairie, etc. Donc on voit que la fragilité de ces maisons qui portent pourtant le flambeau de certains auteurs qui démarrent ou qui veulent se faire un peu bonne presse. Alors, je vais rapidement présenter quelques-uns ou quelques autres. Alors, rapidement, notamment des copains que j'ai... Mais dépêche-toi. J'étais avec eux à Saint-Malo, en fait, notamment. Donc, c'était les éditions Centaur Chronicles. Alors, c'est une maison d'édition qui a été créée par Jean-Michel Figarati, donc JMF, Jean-Michel, tu me vois, petit coucou, qui a la charge du scénario et accompagné en cela de Patrice Martinez, Marty, au dessin à l'ancrage, de Jean-Christophe Perrin, Redman, pour la partie restauration des planches de premier volume, et de Eric Van Estlander pour la colorisation des albums. Centaur Chronicles, c'est un projet de comics, de super-héros, ayant pour objet de créer des univers cohérents en utilisant les personnages originaux créés aux États-Unis entre 1936 et 1942, et désormais tombé dans le domaine public. De quoi ça parle? Ce sont des albums de 96 pages, alternant des épisodes modernes, des épisodes originaux restaurés, afin de comprendre les origines de ces super-héros oubliés. Le premier acte narratif comprend 4 volumes, pour le moment situé à la fin des années 50. Cette série permet de réintroduire et de donner un petit coup de neuf à des personnages, moi il faut défendre ce truc-là, qui étaient un peu horribles, qui étaient tombés dans l'oubli. Et que Jean-Michel, accompagné des artistes talentueux, fait revivre avec brio. Les aventures de Amazing Man, The Eyes. Alors bien sûr, tout ce que je vous évoque là, ça ne doit absolument rien vous évoquer. C'est tombé dans une espèce d'oubli commun. Masked Marvel, Phantoms of Air, Mighty Men, Shark, mêlant événements historiques et monde de fiction, Centaur Chronicles a pour ambition de faire renaître un univers de personnages méconnus du public en donnant une suite moderne à leur aventure et en respectant leur univers d'origine et leur background. Alors, pour finir, rapidement. Non, ça va pas être aussi large. Là, il y a plein de contraintes qu'on peut évoquer, mais ça rapidement. Les éditeurs font souvent face à un parcours du combattant, exemple de rachat de droits de licence, la charge de travail qui est la traduction, le lettrage, la maquette, les retards d'impression pour tous les intermédiaires de la chaîne du livre, les formats souples qui sont souvent pas très bien acceptés par les libraires qui préfèrent du cartonné, les imprimeurs qui n'arrivent pas à faire des fois des coffrets, qui sont pas habitués à faire ce genre de choses. Il y a aussi la difficulté de récupérer des fichiers, des images, notamment au moment des rachats de droits, parce que ou ont disparu, ou les auteurs les ont vendus, et donc d'un seul coup, plus possibilité d'avoir la matière originale, la source. Donc toutes ces rééditions sont aussi confrontées au problème du format, 500 exemplaires qui sont réservés des fois à une sorte de niche un peu collector pour les personnes. Voilà, j'arrête là un peu le monde, mais en tout cas, je trouve que c'est un monde qui est passionnant. On pourrait refaire carrément plein d'émissions là-dessus parce qu'il y a à dire, qu'il y a une myriade de gens qui sont passionnés. Je pense qu'on pourra continuer ces petits reportages, cette exploration sur la page Facebook. Peut-être ça serait intéressant. Pour information, il y a un marathon d'apnée à la piscine de la Neuville ce week-end. Si tu veux postuler. Je pense que tu peux postuler. Tu peux y aller. D'habitude, c'est moi. Tu vois, Francis. Non, mais là, je respirais pour lui. Alors, on va continuer dans cette petite exploration des éditeurs indépendants et
Moi, je vais vous présenter un album et là, les amis, je suis sûr que vous allez l'adorer parce que moi, ça a été le cas. Je vous présente donc Le Corbeau, dessiné par Grégory Lay et scénarisé par Béatrice Merdrignac et Tristan Oulmar aux éditions Petit à Petit. La France a peur. Le Corbeau, c'est l'histoire du petit Grégory, ce fait divers monstrueux qui s'est déroulé en octobre 1984 au fin fond des Vosges. Et pour une fois que je peux vous dévoiler la fin d'un album, je ne vais pas me gêner. Alors non, vous ne connaîtrez pas le ou les assassins du petit Grégory en lisant Le Corbeau. Par contre, vous allez en apprendre beaucoup sur les 40 ans d'enquête de cette affaire, les rebondissements et les fausses routes qui ont désorienté la marche de la justice. Le Corbeau retrace donc, chronologiquement, les faits depuis la découverte du corps de l'enfant dans la Vologne jusqu'aux plus récentes décisions de justice liées surtout aux avancées technologiques. Alors c'est précis, c'est clair, c'est très complet. Les détails et les témoignages rapportés permettent de mieux comprendre la complexité de l'affaire et pourquoi, en 2024, l'enquête continue encore. Alors vous allez me dire, des ouvrages sur cette affaire-là, on en a déjà beaucoup. Oui, mais en bande dessinée, pas tant que cela. Et puis cet album, il est un peu particulier, puisqu'aux éditions Petit à Petit, on appelle cela un docu-BD. C'est un format qui va alterner des séquences de bande dessinée traditionnelles avec des séquences textuelles plus informatives et plus documentaires. Alors cela permet donc d'une part d'être immergé au cœur de l'événement, de l'action et de côtoyer les protagonistes. On a donc un ressenti émotionnel qui est assez fort et d'autre part, les éléments factuels nous permettent d'avoir le recul et le détachement nécessaires à la bonne compréhension de la situation et du contexte. Alors le docu-BD, c'est un peu la spécialité de la maison d'édition Petit à Petit. Depuis 1997, l'éditeur a publié des albums sur l'histoire des villes, sur l'histoire de la musique, du sport, etc. Et depuis peu, il retrace les grandes affaires criminelles de notre époque. À noter aussi que Petit à Petit a aussi édité RIP, la série à succès de Gates et Julien Monnier. Bref, pour en savoir plus sur cette maison d'édition, je vous suggère de vous rendre sur notre page Facebook où nous irons poster plutôt, une interview d'Olivier Petit, le directeur de la maison d'édition Petit à Petit. Alors, il nous a gentiment fait part de ses prochaines sorties et franchement, moi, j'ai hâte de les lire. Voilà. Alors, voilà pour ce petit volet des maisons d'édition indépendantes. Oui. Je crois que ça a passionné. C'est pas fini. Non. Comment ça, c'est pas fini? On en a encore sur... on va encore en parler pendant les actualités de Francine, alors. C'est ça, oui. Alors, parlons-en, Francine. Je voudrais revenir sur les problèmes des Vosges, parce que ça me fait penser à quelque chose. Tu sais qu'en droit, les Vosges posent des problèmes de droit inextricables. C'est-à-dire? En cas de divorce, est-ce que les mariés restent frères et sœurs? Alors on va passer tout de suite à l'actualité. Sauve-nous, Francine. Alors oui, alors justement, moi, pour rester dans le thème de l'émission, cette fois-ci, je vais tout d'abord revenir sur les médailles en chocolat qui sont décernées par le festival BD Boom Blois et qui ont été décernées cette année pas plus tard que samedi, puisque celles-ci ont toutes été attribuées à des maisons d'édition indépendantes. Alors, une aux éditions Daviken, qui ont été créées en 2020, maison d'édition installée à Tours qui compte environ une dizaine d'ouvrages à son catalogue. Une autre aux éditions des Ronds dans l'eau, qui fête cette année leurs 20 ans. Et enfin, la troisième, peut-être la plus importante à l'heure actuelle, aux éditions Roukmout, maison d'édition indépendante basée à Nantes, spécialisée dans l'humour, la BD et design presse, et qui, au bout de 10 ans d'existence, se trouve actuellement en grande difficulté et a lancé un appel en soutien qu'on peut trouver sur le net, etc. Et puis, pour coller encore à l'actualité, petit tour en Belgique, puisque du 1er au 30 novembre, c'est la 5e édition de Lisez-vous le Belge, une campagne qui cherche à visibiliser le livre belge francophone auprès du grand public. Alors, pour terminer, focus sur une maison d'édition indépendante belge, cette fois, les éditions Anspach. Alors, après avoir été journaliste bénévole pour des fanzines, puis rédacteur en chef d'Actua BD, puis avoir travaillé enfin pour les éditions Paquet, Nicolas Anspach fonde sa propre maison d'édition en 2017, maison qui compte aujourd'hui 28 ouvrages à son catalogue. Alors, deux nouveautés justement ce mois-ci, deux polars scénarisés par Patrick Weber, Spa 1906 et Maison du Peuple 65,
2 albums format 24-32 de 64 pages, dont un dossier de 8 pages contextualisant les événements, vendus pour la modique somme de 15,50 €. Alors là, on est carrément dans la BD franco-belge, ligne claire, intrigue revisitant l'histoire de la Belgique. Alors pour le premier, Spa 1906, le dessin est signé Olivier Vonzia, qui, cocorico, est né à Longwy et a passé son enfance à Alexis. Alors cette fiction historique se déroule dans la prestigieuse station thermale de Spa, à la belle époque. Alors chantage, suicide de notables, famille royale risquant d'être éclaboussée, police locale souhaitant étouffer l'affaire, tous les ingrédients sont réunis pour l'entrée en scène du commissaire Hendrikus Hanser qui livrant là sa deuxième enquête, ne va pas s'en laisser compter. La deuxième, Maison du Peuple 65. Le dessin est alors signé Baudouin de Ville, oui, et la colorisation Bérangère Marc Breuck. Nous sommes en pleine bruxellisation et c'est la Maison du Peuple d'Horta qui risque d'en faire les frais. Alors qu'il s'apprêtait à des révélations fracassantes, Serge Durand, un opposant au projet de démolition, est assassiné. Sa veuve a chargé la journaliste Kathleen, dont c'est là la 6e apparition, de résoudre le testament pour le moins énigmatique de Victor Horta, un rébut Art Nouveau. Aidée d'une professeure d'université spécialisée dans l'Art Nouveau, elle va nous entraîner dans un palpitant jeu de piste dans Bruxelles à travers les plus emblématiques bâtiments de Victor Horta. Voilà pour les nouveautés de la maison Anspach, maison d'édition indépendante belge. Charles, les Belges, non, rien de spécial. Attention, Charles. Merci Francine, beaucoup. Autre chose, tu voulais? Ouais, si, allez, vas-y. Oui, tout à fait. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, puisqu'on parlait de Leporello. En voilà un autre. Donc, c'est les 4 détours de Sang Yang, avec Alex Chauvel au dessin et Guillaume Trouillard au scénario. Donc, c'est également un Leporello qui a été fait par les éditions indépendantes de La Cerise, édition basée à Bordeaux. Et puis la petite anecdote, c'est qu'au moment de la confection de l'album, tout a été fait en France. Ils ont fait un appel sur Internet où ils ont demandé des petites mains pour venir plier, coller, etc. Voilà. Donc, sacré boulot, hein. Ouais. Voilà, je voulais le présenter puisqu'on reste voilà, on a deux maisons indépendantes, Leporello, la boucle est bouclée. Eh ben, très bien, merci Francine. Alors Thierry, ça t'a inspiré toutes ces histoires de maisons d'édition indépendantes. Est-ce que tu veux nous parler de ton histoire dans Métal Hurlant? Si tu t'approches du micro. Si je m'approche du micro. C'est une condition sine qua non. Pour Métal Hurlant, j'ai combien de temps? 1 minute. C'est super. Génial. Non, en fait, c'est pareil, je le prends aussi comme quelque chose où j'expérimente des choses, en fait. C'est surtout l'occasion, comme c'est des formats courts, enfin une petite pagination, une petite dizaine de pages, ça permet de tester, en fait, une forme de narration que moi j'aime bien, c'est-à-dire que, pour moi, une bonne planche de bande dessinée doit fonctionner sans texte. Et le texte, après, va venir amener des informations complémentaires et enrichir l'histoire ou le fond, amener plus de psychologie, mais déjà, au premier abord, il faut qu'elle ait un impact, quoi. Et donc, j'expérimente du coup sur plusieurs pages, en fait. Donc, j'imagine souvent des petites histoires ou des séquences que j'ai en tête, complètes, qui peuvent faire une dizaine de pages, mais je ne sais pas ce que ça raconte en vérité. Et c'est une fois que c'est dessiné que je commence à imaginer une histoire et replacer un texte qui va coller avec ce que j'ai dessiné. Donc, voilà, je le prends aussi, en fait, dans ce cadre-là, quoi, un peu comme effectivement le faisait un peu Mobius quand il partait sur une improvisation. C'est un peu... En fait, c'est, je pense, pour moi, l'intérêt des magazines, pour le coup. C'est tester des choses. À ton avis, est-ce que ça manque, ça? Est-ce que ça manque pour les jeunes auteurs qui veulent se lancer un peu dans la bande dessinée, cette espèce de premier palier avant de passer peut-être à quelque chose de plus sérieux? Internet a un petit peu changé pas mal la donne, parce que maintenant aussi, beaucoup font sur Internet, et puis ils publient sur Internet. Donc mais là, je me rends compte, par exemple, ne serait-ce qu'avec ce petit objet-là, on a le rapport à l'écran aussi. On fait notre histoire, on la dessine, puis on fait un espèce de PDF sur l'écran, et en fait, c'est quand on l'a en main on se rend compte si les choses fonctionnent vraiment, en fait. Enfin, moi, j'ai ressenti comme ça. Oui. Donc, le fait que ça soit publié dans un magazine aussi, on voit si notre histoire fonctionne. Déjà, c'est bête, en fait, mais on pourrait déjà le voir sur l'écran. Mais le côté tactile, en fait, est important, je pense. Ouais. Et moi, je l'envisage vraiment comme ça. Quand après, on a des formats plus gros, bon, là, on est dans une autre catégorie, quoi. Mais ne jamais oublier, en fait, ces petits trucs qu'on a à côté. Pour tester sans arrêt, parce qu'on rentre dans une routine. Enfin, moi, je sais que je ne pourrais pas rentrer dans ce cadre-là. Donc, j'ai besoin de faire ça en parallèle. Ouais.
D'accord. Et là, sur le métal hurlant, t'as combien d'histoires? C'est une histoire qui se suit, hein, c'est ça, hein? Alors, j'ai une histoire qui se suit, mais je ne sais pas du tout ce qui va être la suite. Oui. Donc, et puis là, je n'ai pas le temps en fait, d'y penser, mais il faudrait peut-être que j'y pense. Mais quand ça viendra, je m'y collerai, quoi. Ouais. Mais oui, en fait, honnêtement, je me sens un peu comme un privilégié parce que c'est souvent des numéros à thème et les rédacs chefs envoient leurs thèmes et puis voilà, les auteurs essaient de trouver quelque chose qui colle et moi jusqu'à maintenant j'ai une idée, j'envoie. Je ne sais pas si ça va coller au thème, mais en fait il se trouve qu'en fait ils s'en fichent aussi un petit peu parce que le principe c'est de faire des choses en fait. Hein. Ouais. Donc si par un concours de circonstances ça colle à peu près au thème, tant mieux pour eux. Mais moi j'y pense pas pour le coup. C'est un peu notre Charles dans l'émission, finalement. Juste un petit mot. Sur les Vosges, si vous voulez. Non. Thierry, un dernier petit mot là, sur les réseaux sociaux. Là. Moi, j'ai vu une petite animation avec les personnages du balayeur. C'est ça, de Théo Martin. Oui, c'est avec mon fiston, on fait ça. Lui, en fait, il est plus dans la technique. Donc, c'est ces petites choses, en fait, vu la pléthore de livres qui sort. L'idée, c'est de montrer un petit peu de temps en temps des petits trucs extra bouquins, montrer que le livre existe. Et donc, c'est pour accrocher un petit peu à des futurs lecteurs. Hein. Bon, ça n'a pas trop d'impact sur les ventes, ces choses-là. Donc, moi qui viens aussi un peu de l'animation, là, pour le coup, ça s'y prêtait quand même pas mal de faire des petits tests comme ça pour mettre sur son téléphone, ce genre de choses. Et donc, mon fils, effectivement, est dans la technique. Et du coup, on faisait ça ensemble. Super. Ça. Ouais, c'est super cool. C'est génial. C'est bien. Un beau relais. La relève est là. Non, pas encore. Il n'y a pas besoin encore. Dans un autre genre. Dans un autre genre, exactement. En tout cas, ce sera un boulet pour lui. Hein. Bon, non, quand même pas jusque-là. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous. Franchement, c'est presque la première fois qu'on tient le timing comme il faut. On va pouvoir faire une conclusion un peu cool, un peu tranquille. Une histoire. Alors, qui c'est qui Non, on ne sait pas, mais pas la pièce. Sachez que pour en savoir un peu plus sur ce thème des émissions indépendantes, vous pourrez retrouver sur la page Facebook une petite étude des webtoons avec Benjamin de la librairie Kodama à Toul. Mirko de la librairie Parenthèse vous présentera, on a vu ça avec Françoise, les éditions 2024. D'ailleurs, je ne sais toujours pas s'ils ont changé de nom, quelqu'un est au courant? C'est Mirko qui me parlait, parce que ça va pas dire 2025, je sais pas. En parlant des éditions 2024, super livre qui vient de sortir, c'est Alide de Jérémy Moreau. Oui, que je conseille fortement. Et puis, Pauline, de la librairie Plus Belle les Bulles, nous fera une petite apparition, une petite vision des éditions de La Gouttière. Les éditions jeunesse de La Gouttière. Dont Thierry a participé aux éditions jeunesse de La Gouttière. Je mange à tous les râteliers. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour nous. Voilà, et écoutez, merci à toutes et à tous. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain, en décembre, pour après Noël, le 26 décembre. Une fois qu'on aura reçu tous les cadeaux. De Noël. Voilà. Merci, à bientôt. Merci à tout le monde. RCN, www.rcn-radio.org